Persépolis, capitale royale de Darius, quelques 5 siècles avant Jésus-Christ. À cette époque, la région était couverte de forêts, et bien plus tard encore, si l'on en croit les écrits de Marco Polo. Aujourd'hui, la Perse s'appelle Iran. Le roi des rois, sa majesté impériale le Shahinshah, et ce qui fut verdure ou frondaison n'est plus que désert. L'Iran est vaste comme 3 fois la France. Sa population, essentiellement agricole, est estimée à 22 millions d'habitants et sa surface présente 2 tiers de hautes montagnes et de déserts où le sel affleure. Dans le nord, au pied de la chaîne de l'Alborz, dont les sommets culminent à 6000 mètres d'altitude, en bordure de la jungle où vivent le tigre et la panthère, c'est la Caspienne, dont les eaux se trouvent à 40 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est le pays de l'esturgeon, du riz, du thé, de la canne à sucre, du tabac et de l'opium. À elle seule, cette région nourrit un tiers de la population du royaume. Ce qui ne veut pas dire que le paysan vit dans l'opulence, bien au contraire. Sa condition est misérable et au seuil d'une réforme agraire qui se propose de le faire propriétaire des terres sur lesquelles il travaille, ses rapports avec ses maîtres, dans 50 cas sur 1, relèvent encore du régime féodal. Nous sommes dans le Mazandéran, dans un village appartenant à un gros propriétaire. Nous allons demander à un habitant quel pourcentage de la récolte il doit céder à son maître. La moitié, c'est à lui, la moitié, c'est au propriétaire. Et de cette façon, je pense que c'est très difficile de vivre. Oui, c'est très difficile. Et lui, est-ce qu'il a des difficultés à vivre maintenant? Qu'est-ce qu'il a mangé hier soir? Du pain seulement. Est-ce qu'il a des enfants? Oui. Combien? 2 enfants. 2 enfants. Il a de la peine à les nourrir. Oui, c'est très difficile. Bien que le nord soit favorisé par rapport au sud, le paysan iranien d'une façon générale vit comme un misérable. Mal nourri, mal logé, analphabète, utilisant des moyens de culture moyenâgeux, il est à la merci d'un propriétaire qui très souvent ne vit pas sur ses terres, mais y est seulement représenté par un intendant. Pour mettre fin à ce régime féodal, Sa Majesté impériale a décrété une réforme agraire dont la première étape a commencé en mars 62 et la seconde fin janvier 63. Mais il a fallu auparavant neutraliser les grands propriétaires, les 1000 familles ainsi qu'on les appelle, dont l'influence était grande en ce qui concerne la marche des affaires de l'État. Il y avait des représentants des grands féodaux qui étaient membres du Parlement. Alors ces types-là, quand ils venaient comme députés du peuple, on disait, ils votaient toujours contre l'intérêt national et contre l'intérêt de la population. Et maintenant, avec la réforme agraire, la féodalité n'existe plus. Les paysans, c'est-à-dire 75% de la population de l'Iran, ils sont délibérés, ils ont l'indépendance économique, ils ont la voix dans la vie sociale et dans la vie économique du pays. Le deuxième but que nous avions pour la réforme agraire, c'est le but économique, c'est-à-dire l'augmentation de production, l'augmentation du pouvoir d'achat des paysans. Chaque paysan, il peut garder le même terrain qu'il travaille. Et qu'il travaillait jusqu'ici, lui, ses pères, vous savez, ses ancêtres, n'importe quoi. Dans chaque région, nous avons un réseau de coopératives qui est constitué par des paysans. Ils ont élu, vous savez, leur directeur de coopérative sans doute. Et dans chaque région, nous avons une union régionale de coopératives qui s'unit toutes les coopératives. Et maintenant, il y a 2 semaines que nous avons Organisation centrale des coopératives de l'État à Téhéran. Bel optimisme, monsieur le ministre,
Mais n'oublions tout de même pas que le paysan iranien passe sans transition de l'état de serf à celui de propriétaire, qu'il est dans la plupart des cas illettré, et que pour établir un système coopératif, il faut des moyens concrets, des semences, des engrais, des machines agricoles, une technique, une planification, tout ce qui n'existe pas en Iran ou alors à l'état très embryonnaire. Monsieur a reçu quelle surface de terre? چقدر زمین شما گرفتید؟ یه جوری باشه 4 خرس تقریبا چند هکتار میشه؟ تقریبا 2 هکتار خورده هکتار 2 hectares. À peu près 2 hectares. Est-ce qu'il a dû payer ces hectares? میگه پول چیزتون رو دادید هکتاراتون یه قصد دادی یه قصد دادی Il a payé un terme. Combien? چقدر؟ 300 میلیارد 3500 ریال. Ce qui fait 180 francs suisses. Par année? هر سال دادید انقدر؟ نه یه سال یه سال برای یک سال. یه سال Oui, pour chaque année. Et pendant combien d'années il devra payer ces 180 francs suisses? چند سال بعد این 350 pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Et après, les terres seront à lui, définitivement. Est-ce que les nouveaux propriétaires se sont groupés en coopératives? میگن الان شماها که تازه مالک شدین جزو شرکت تعاونی هستید. Oui, nous faisons partie de la société coopérative. Et ils partagent alors les bénéfices. میگن بعد این شرکت تعاونی منافع رو تقسیم میکنه بینشون. Oui, elle partage les bénéfices entre nous. Est-ce qu'ils ont reçu des machines, des tracteurs et aussi des semences? میگن شما ماشین کشاورزی، تراکتور، بعض اینا گرفتید از کوپراتیو. La société nous a promis de nous donner, mais pas encore. Nous n'avons pas encore reçu. Ainsi donc, l'Iran est en train de passer d'un état féodal à un état moderne. Les anciens propriétaires ont obtenu le droit de conserver 30 hectares. Certains en possédaient 25 000. Ils ont été expropriés et indemnisés sur la base des impôts qu'ils payaient à l'État. Remarquable astuce d'ailleurs, car comme l'Iran est le pays de la corruption, comme le percepteur touchait des pots de vin pour ne pas remplir ses fonctions, le montant des impôts était dérisoire. Les propriétaires reçoivent aujourd'hui en retour la monnaie de leurs pièces, l'indemnité elle aussi est dérisoire. Seul le mécontentement est grand, à part quelques exceptions comme celui-ci, qui s'efforce de faire bonne figure à mauvais jour. Sur le plan pratique, qu'est-ce qui a changé pour vous depuis la réforme agraire? Avant la réforme agraire, j'avais eu un intérêt de 2 millions de rials par an. Maintenant, je n'en ai pas. Avec les jardins que j'ai fait ici, comme oranger et comme le jardin de thé, j'espère, dans 2 ou 3 ans, avoir les intérêts beaucoup plus hauts de ce que j'avais eu avec les villageois, les paysans. Est-ce que vous êtes content quant à la façon dont vous avez été indemnisé pour les terres qu'on vous a expropriées? Vous savez, je suis un idéaliste. Si je vois que ma misère fait la bonheur des millions de gens, ça me fait plaisir. Peu importe si je suis misérable ou non. Que voilà une belle profession de foi, qui aurait comblé de joie les paysans à supposer que tous les propriétaires l'aillent fait leur. Malheureusement, la réalité est différente. Par le système même qui lui était imposé, le félin n'était rien d'autre que l'esclave de son maître. Il en dépendait totalement. L'existence de sa famille était essentiellement soumise à son bon vouloir. La plupart du temps, il était obligé de lui emprunter de l'argent à des taux variant entre 20 et 48%. Et ces dettes qu'il ne pouvait rembourser l'asservissaient encore davantage. C'est à cette situation que Sa Majesté impériale s'est efforcée de mettre un terme en promulguant sa réforme agraire. Il nous a reçus dans son palais de Téhéran. Si je comprends bien, Majesté, sans vouloir abuser de paradoxe, c'est une sorte de révolution socialiste qui part d'en haut, qui part des champs du peuple. Tout à fait. Il y a 20 ans, j'avais dit à des gens ici chez nous, et puis même ouvertement, que, écoutez, si nous n'arrivons pas à
donner à notre peuple et au pays une évolution par en haut. Nous devons nous attendre à une révolution par en bas. Une révolution, ça peut être bon, ça peut donner des résultats brillants, mais très souvent aussi ça peut être mauvais, ça peut engendrer des dangers pour l'indépendance du pays, pour l'intégrité du pays. On peut commencer la révolution avec une certaine tendance, sûrement nationale, nationaliste, mais au beau milieu ça peut dévier et prendre une autre forme. Quelles sont les réactions de la classe possédante à l'égard de votre réforme? Eh bien, à ce moment-là, lorsque j'ai proposé justement cette évolution par en haut, personne n'a voulu en entendre parler. J'ai dû attendre, même très longtemps, 20 ans. Entre-temps, n'est-ce pas, il y a eu certaines péripéties qui m'ont fait croire et comprendre et décider qu'il fallait faire quelque chose. Si les étapes de la réforme agraire se déroulent normalement dans le nord, il n'en va pas de même dans le sud. Dans certains villages, estimant que la distribution des terres n'allait pas assez vite, les habitants ont chassé le propriétaire et se sont octroyés ce à quoi ils estimaient avoir droit. Dans d'autres, ils refusent de travailler sur les parcelles que leur maître a pu conserver. Une soif de posséder s'empare de toute cette population qui jusqu'alors n'a eu vraiment à elle que sa misère. Le gouvernement s'est placé résolument du côté de la masse agricole. Le propriétaire, qui s'oppose à ces décisions, qui tente de freiner la bonne marche de la réforme, est immédiatement jeté en prison. Celui-ci, par exemple, dont voici la maison déserte. Rendons cette justice à certains propriétaires qu'ils avaient fourni quelques efforts pour établir un brin de social dans leur village. Des écoles avaient été construites, des dispensaires, des maternités, des pharmacies. Mais leur première vengeance a été de les fermer lorsque la mentalité de leurs paysans a évolué, lorsque leur paternalisme n'a plus été considéré que comme tel. Parfois, le respect ou la crainte du maître est tellement ancré dans l'esprit des paysans qu'ils hésitent à sortir de leurs conditions. Est-ce qu'il aimerait que la réforme agraire intervienne dans le village où il habite? آقا ببینید شما میل داری که این دار تقسیم بشه دست شما میفته یا همینطوری راضی هستید؟ خدای مناخرات آقای میرزا فقط ایده و آباد اینا باقیش همه کارا خوابیده. Non, il préfère que ça reste comme ça. Il pense que avec l'organisation actuelle, c'est vraiment avantageux de rester paysan dans ce village. دنیا به داد وسطه. حالا من تاجر خوابیده، مالی خوابیده، هیچ پول نمیده و مردم دستشون دست بدبخت خدازده خوابیدن و از وقتی که حقوق بلند شده. Il dit la difficulté, c'est quand on a commencé à faire cette réforme agraire, ça a provoqué beaucoup de fermentation un peu partout et tout le monde s'occupe de ça au lieu de s'occuper de travailler, de son travail. Si bien qu'on ne nous prête plus d'argent lorsque nous en avons besoin, alors que lorsque le propriétaire était là pour garantir le prêt, on nous en prêtait. Et les paysans ne savent pas vraiment comment diviser leur travail. Et chacun va d'un côté, de l'autre, et s'ils se disputent entre eux pour savoir ce qu'ils ont à faire, et vraiment c'est la confusion au lieu d'être l'organisation. Mais l'enthousiasme, il faut bien le reconnaître, s'est installé partout où la réforme agraire a été introduite. Ces hommes viennent de recevoir leurs terres. Ils ne savent pas très bien ce qu'est une coopérative, mais ils n'ignorent pas l'efficacité du travail en équipe. Est-ce qu'ils cultivent ces terres en groupe, en coopérative? چه جوری شما زراعت میکنی؟ همه دست جمعی کم میکنی به هم دیگه کمک میکنی؟ Ils travaillent ensemble, ils s'aident mutuellement. Ils s'en rendent bien? با هم خوب میسازید، عادت کردید؟ Il dit on s'entend très bien maintenant comme distinguo de la mer.
Presque partout en Iran, le problème agricole est lié à celui de l'eau. Sans eau, c'est la sécheresse, c'est l'aridité, c'est le désert, c'est la misère et la faim. En ce moment, dans le sud du pays, parmi les tribus nomades du Fars, le manque d'eau se fait tragiquement sentir. Les troupeaux de moutons sont décimés, les enfants sont déshydratés et les caravanes ne sont plus que de longs cortèges de gens et d'animaux avec la peau qui colle aux os. Et pourtant, l'eau existe partout. Sous terre, à plus ou moins grande profondeur. Il suffirait d'avoir les moyens d'aller la chercher. Nous voulons que la production per capita augmente. Pour qu'elle augmente, il faut des conditions. Pour que la production agricole augmente, il faut que la terre puisse être irriguée ou arrosée. Il faut que les terres soient reliées aux artères principales pour que la production puisse aller vers les marchés. Il faut l'outillage moderne, donc il faudra petit à petit mécaniser l'agriculture. Il faudra utiliser des engrais chimiques. Mais alors pour l'arrosage, ce qui est très important dans ce pays qui est plutôt sec, c'est de pouvoir trouver l'eau et arroser les terres. Pour ça, nous pourrons avoir un programme, même très ambitieux. Ça veut dire en plus des barrages que nous sommes en train de construire ou bien que nous allons construire dans l'avenir. C'est un programme très important. C'est de creuser des puits. Des puits chez nous, c'est des puits de 130 mètres, quelquefois 180 mètres de profondeur. Si nous pouvions, par exemple, creuser 1000 puits par an, dans 5 ans, ça fera 5000 puits, ça transformera l'agriculture de ce pays. Mais quelque chose d'encore plus ambitieux, c'est de pouvoir avoir un réseau national d'électricité et finalement de pouvoir fournir nos villages par l'électricité, ce qui pourrait faire marcher aussi bien ces puits que la petite industrie de village. Je vous remercie, Majesté, d'avoir accordé cette interview exclusive à la télévision suisse.